qualité, sobriété, intemporalité. Discrétion, exclusion et raffinement. Il y a déjà Quiet et Luxury, donc s'ils sont là, c'est pas par hasard. Et ce qu'on pourrait ajouter, c'est élégance, parce que Quiet, ça veut pas dire élégant, on peut être juste rien. Et Luxury, ça veut certainement pas dire élégance. Que penser du retour en force des vestes et pantalons de costume dans les rayons ? Comment comprendre l'engouement pour les manteaux en cachemire ? Pourquoi les couleurs neutres comme le noir, le camel ou le bleu marine ont envahi le prêt-à-porter ? Quiet Luxury, Y2K, punk, queer ou encore sportswear. Dans Catwalk Calling, designers, journalistes, chercheurs ou figures emblématiques du monde de la mode reviennent sur les défilés cultes de la Paris Fashion Week. Pour nous, ils décryptent les grandes tendances des podiums et ce qu'elles disent de notre société. Je suis Jeanne Balibar. Bienvenue dans Catwalk Calling, un podcast proposé par la Fédération de la haute couture et de la mode. Depuis quelques mois, la rue et les podiums sont saturés de vestiaires très sobres mais très chics. Les belles matières et les couleurs neutres y sont mises à l'honneur sous la forme de pulls amples et soyeux ou de pantalons de costume bien taillés mais décontractés. If you know, you know. Le Quiet Luxury s'impose par son luxe non ostentatoire que seuls celles et ceux susceptibles d'y accéder peuvent pleinement apprécier. Cette tendance porte en elle son lot de complexité, voire de contradictions. Luxe calme, luxe tranquille, luxe discret. Qu'appelle-t-on précisément luxe ? Et où se niche-t-il ? Dans la coupe, les couleurs, la matière ou le prix ? Pourquoi cette fascination pour des pièces que la plupart d'entre nous ne pourraient jamais s'offrir ? Dans cet épisode, Sophie Fontanelle, critique de mode et romancière, Saveria Mendela, autrice d'une thèse sur le langage dans la mode, mais aussi Pierre Maheo, designer et fondateur de la maison Officine Générale, décrypte pour nous cette tendance qui révèle notre goût pour les pièces intemporelles. On est le samedi 24 juin, il est 15h et les invités arrivent au théâtre de Chaillot, au palais de Chaillot, donc à Paris, pour le défilé Hermès Printemps-été 2024 Menswear. Saveria Mendela, critique et doctorante en études de la mode à l'EHESS, nous raconte le défilé qui, pour elle, représente le Quiet Luxury. On s'assoit et au fond de la salle, il y a comme des espèces de panneaux en lin, en tout cas dans un textile transparent, mais un petit peu tamisé. Et la musique démarre et les mannequins commencent à arriver un à un, en passant d'abord derrière ces panneaux. Donc on les voit comme floutés avant qu'ils sortent des panneaux et qu'ils défilent ensuite entre les rangées et entre les colonnes de la salle. Et le premier look qui défile, c'est donc évidemment un mannequin homme qui est vêtu d'une chemisette mais retravaillée parce que les manches tombent au niveau des coudes, qui est un petit peu transparente avec en dessous un débardeur blanc également transparent. Ce que j'adore, c'est qu'il a 2 ceintures en cuir, je pense que c'est du Vobox, 2 ceintures noires, un pantalon de costume gris, des baskets et un énorme Kelly de voyage. La chemise est dans un espèce de bleu presque blanc, le débardeur est blanc, le pantalon est gris, la ceinture est noire. Tout est en discrétion, la transparence on la voit ou non. Le débardeur, on l'interprète comme l'un des symboles ouvriers du XXe siècle ou pas, comme un symbole sexy des années 80 ou pas.
Et puis le mannequin passe et les looks suivants arrivent et on reste sur des teintes très claires, du gris perle, du blanc cassé, de l'écru. On a demandé à Pierre Maheo, le fondateur et designer de la maison de mode Officine Générale, de nous décrire ce style. On parle d'une sobriété, on parle de référence, alors certains disent old money, on parle d'années 80, 90, on parle de monochrome, de look avec peu de couleurs. C'est loin du fluo et du néon qu'on a connu il y a 3-4 ans. On n'est pas du tout dans ça. C'est un t-shirt blanc, c'est du bleu marine, c'est un costume gris, c'est un pull en cachemire avec une chemise en dessous. Sophie Fontanelle, romancière et critique de mode. Vous voyez un beau pantalon 100% cachemire couleur cognac de The Row avec une chemise magnifique bleu ciel, des baskets bien propres qui ont l'air de rien, genre New Balance, et un blazer bleu marine. Bon, on voit très bien que ça se pose là. Vous voyez passer la personne et vous vous dites cette personne-là, elle sait. Et selon Saveria Mendela, ce style est associé à une imagerie très pointue. Moi, je pense qu'en impératif, il y a le manteau en cachemire. Le fameux cachemire double face que d'ailleurs Acris a produit très rapidement dans son histoire de marque et reconduit aujourd'hui dans des tons évidemment très, très neutres, camel, bleu marine, écru. Après, je dirais aussi le col roulé, mais j'ai peur d'être biaisée par les images récentes de Gwyneth Paltrow au procès. Saveria Mendela évoque ici le procès qui a opposé Gwyneth Paltrow à un opticien à cause d'une collision de ski. Le col roulé couleur crème de la star américaine a déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qui est clair, c'est que il faut, si vous voulez adopter un vestiaire Quiet Luxury, un beau pull en cachemire et éventuellement col roulé. Et blanc. Et enfin, une veste, mais pas tellement la veste de costume, ou alors la veste de costume assez retravaillée, un petit peu plus large, toujours pour incorporer au look cette notion de fluidité, d'évidence. Cette tendance est liée à certaines maisons de mode très précises. Saveria Mendela, Pierre Maheo et Sophie Fontanelle citent les mêmes noms. On parle d'Hermès, on parle de Zegna, on parle d'Armani parce qu'il a aussi son passé et tout ce qui en a découlé et qui il est aujourd'hui et ce qu'il a fait. Et Monsieur Armani lui-même. C'est un modèle. J'aimais beaucoup porter avec une casquette comme ça, simple. Il s'agit d'un truc un peu pas trop pris au sérieux. Mais par contre, c'est une robe très sérieuse. Écoutez aux fortunes. Je pense que le premier qui me vient à l'esprit, c'est Armani. Et c'est Emporio Armani notamment, Giorgio, n'en parlons pas, mais l'arrivée d'Emporio Armani, l'arrivée de quelque chose d'un peu moins cher que Giorgio, mais qui tout à coup proposait un vestiaire complètement intemporel, qui tient encore le coup, lui, aussi. Ça a été absolument important. Moi, maintenant, je vais dans les défilés Armani de saison en saison. Parfois, je m'ennuie un peu, etc. Mais j'ai un respect immense pour cet homme parce que il aimait Hollywood. Il aimait depuis l'enfance, il aimait Cary Grant, il aimait Katharine Hepburn. Miss Katharine Hepburn. I think they forced you to come with a gun. Not at all. I was Nobody forced me, horrified never. when I heard they invited actors. My great respect. Thank you very much. I thank I you feel the for same what way you about Il a fabriqué ce glamour pour la vie de tous les jours. Il a simplifié les couleurs, il a fait des beiges que personne ne faisait, des grèges que personne ne faisait, il a chiné des gris, enfin, génie absolu. Rien n'est show-off. Jusque dans le rapport entre le corps et le vêtement, on privilégie la mise en avant du vêtement en partant du principe que, du coup, il embellira le corps. Parce qu'il est bien fait, parce qu'il a une coupe éventuellement retravaillée sur mesure et parce qu'il est confectionné aussi dans des matières nobles et durables comme la soie et le cachemire.
Saveria Mendela met le doigt ici sur quelque chose d'important dans le quiet luxury. L'attention aux coupes et à la matière. Quand on touche la veste de laine de l'homme, elle est d'une matière, on ne comprend pas comment ça existe. Sa chemise est dans un fil presque glacé comme ça, magnifique. Dès qu'on touche, on comprend. Quand on est habitué, en regardant, on comprend aussi. Mais si on ne sait pas, il faut toucher. L'attention à la matière se retrouve aussi dans les propos du designer Pierre Maheo. Depuis 11 ans, il propose, avec sa maison Officine Générale, des pièces de tailoring en laine vierge, cachemire et autres matières nobles. C'était ce que j'aimais porter, ce que j'avais envie de porter, ce qu'on m'interdisait d'utiliser comme matière dans mes expériences professionnelles précédentes, parce que j'avais jamais créé de marque ni de société. Donc c'était un point de vue sur la fabrication, sur la qualité, sur la matière, qui était très importante. Pour Sophie Fontanelle, le vestiaire du quiet luxury s'inspire aussi de certaines époques précises. Ce qui nous fait dire qu'il y a un quiet luxury, c'est que des vêtements ont été imaginés dans les années 20 qui tiennent encore le coup, quoi. Qu'une vareuse, ça tient le choc. Ce qu'a créé Gabrielle Chanel, ça tient. Alors, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le rapport qualité-prix, il est là, il existe, puisqu'il est toujours conscient de ça. Pour un tailleur 100% soie, ça approche les 4 000 francs. Évidemment, c'est très cher, c'est pas de la portée toutes les bourses, j'en suis conscient. 4 000 francs pour le prêt-à-porter. Hein. Oui, mais c'est, si vous voulez, c'est tout de même le quart du prix d'un modèle de haute couture. Il y a aussi eu tous les costumes, tous les vestons, tous les vêtements de collège anglais. Il y a eu tous les vêtements du colonialisme qui étaient ces vêtements un peu beige. Mais tout ça, c'est dépossédé de tout ce que ça avait de négatif aujourd'hui. Mais tout le monde adore ça. Ça tient encore. Pierre Maheo s'inspire de sa culture familiale pour produire avec Officine Générale un vestiaire sobre, plein de ces basiques du quiet luxury. J'avais un père et un grand-père du côté paternel qui étaient ostréiculteurs, donc le rapport à la mer, à l'uniforme, aux vêtements de travail, au délavage. Et mon grand-père maternel était tailleur, donc il avait des magasins de tissus. Donc le tailoring, la matière, la coupe, un vestiaire très précis à l'époque. Il avait une garde-robe d'été, une garde-robe d'hiver, avec les matières qui allaient, avec des cravates en cachemire l'hiver, du tricot de soie de l'été. C'était très précis. Ça a été très tôt pour moi assez formateur. Et du côté de mon père, c'était pareil, c'était très précis. C'était un vestiaire qui tenait très peu d'articles. C'était un blazer bleu marine, des chemises Oxford blanche bleu ciel, des chinos, du jean, du chambray. Et quand j'ai démarré Officine, c'était de garder le tailoring précis et très beau de mon grand-père et le lavage, le délavage, le travail sur le temps qui passe, parce que c'est ça aussi que j'aime dans le vêtement. C'est pas un vêtement qu'on achète pour une saison, mais c'est un vêtement qu'on va garder, qui va durer, qui va se faire, qui va s'avachir, qui va se patiner. C'est un vêtement qui peut traverser les époques. Peut-on alors parler de tendance pour définir une mode qui traverse les décennies sans vacarme, à la manière des pièces de Pierre Maheo? Au-delà de la discrétion, moi je pense que c'est vraiment une philosophie, un rapport au temps. Et c'est le fait d'être hors du temps et de pas être impacté par le temps qui passe. C'est vraiment une philosophie de mode qui est en périphérie du secteur en permanence et qui existe depuis 100 ans, même qui a ses origines dans le XVIIe et dans le XIXe siècle. Donc en fait, ça a été visibilisé. Tout le monde va être capable de l'identifier. Disons que
Le quiet luxury au printemps 2023 a pris un petit tournant démocratique et grand public. Pour Saveria Mendela, c'est donc une tendance qui n'a rien de nouveau. Et d'ailleurs, cette tendance comptait déjà ses représentants dans la pop culture des dernières décennies. On peut penser au personnage de Lily Van Der Woodsen, la mère de Serena dans la série Gossip Girl, qui se déroule dans le milieu des ultra-riches new-yorkais. Lily se distingue des autres par ses tenues amples, au ton neutre, allant du crème au brun foncé. Mais alors, si le quiet luxury n'est pas nouveau, pourquoi est-ce qu'on en parle autant depuis quelques mois ? La mode, elle fonctionne par ras-le-bol. Donc elle en pouvait plus de vêtements que les gens jugeaient importables. Je crois que les gens, quand on leur additionne un mannequin trop maigre, une façon de marcher anxiogène, une hystérie du public avec des people, des célébrités absurdes, plus des vêtements où ils ont l'impression que c'est hors sol, il y a un rejet. Et ce rejet, il est perçu par tout le monde. La mise en avant de cette mode reposerait aussi, selon Saveria Mendela, sur un phénomène sociétal. Je pense que ce que ça dit aussi sur la société, c'est le regain d'intérêt pour les ultra-riches et pour les personnes très célèbres. Pendant quelques temps, on a un peu perdu nos icônes. C'est-à-dire qu'on a été habitué avec les tabloïds, avec les chaînes télé de clips, et puis il y a eu les réseaux sociaux et il y a eu l'ère du moi, de tout le monde se médiatise, de la personne média. On s'est désintéressé quelque temps de la vie des ultra-riches et des célébrités parce que tout le monde pouvait produire son petit moment de rêve et de vie rêvée en images. Et donc on a perdu nos icônes. Et finalement, en se réintéressant aux personnes les plus riches de la planète, avec de nouveaux profils, comme par exemple les créateurs de Facebook, les GAFA, les personnalités de la Silicon Valley, on se réintéresse à ce que veut dire le fait d'être réellement riche, réellement possesseur de quelque chose d'important dans notre société. Bien sûr, il y a une dimension du quiet luxury dont on a peu parlé jusqu'à présent, le prix. Et pourtant, c'est un détail qui n'en est pas un. Ce qui fait la différence même du quiet luxury, c'est d'avoir des pièces ultra chères. En fait, je pense que dans le quiet luxury, du fait de ce terme quiet et de cette notion de discrétion, j'insiste vraiment sur une vision aristocratique de la mode, et même pas une vision bourgeoise qu'on pourra avoir avec la mode formelle, le minimalisme. C'est au-delà de ça, c'est que le quiet luxury est presque une conversation entre classe sociale supérieure et plus, dans le sens où on se fond dans la masse, mais en fait pas du tout, parce qu'on dispose des pièces les plus chères du marché du prêt-à-porter de luxe, parce que on est d'une certaine manière intransigeant et donc du coup on ne va pas succomber aux tendances parce qu'on est au-dessus de ça. On est hors du temps et c'était typique de l'aristocratie et on est hors du temps, on a besoin d'être discret parce qu'on est tellement riche qu'on doit être discret, mais on sait qu'entre pairs on pourra s'identifier. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont à fond quiet luxury. Et c'est une forme de domination sociale. Par exemple, ils vont pas chez Zara, mais c'est pas parce que Zara, ils pensent que ça fait travailler des gens. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont pas chez Zara. C'est parce que c'est répugnant. Un t-shirt, on le prend chez James Pierce. Voilà. Il y a un snobisme en fait, et surtout, il y a un understatement qui fait que les gens qui savent. Ça, c'est toute une énorme notion du quiet luxury. Cette tendance serait donc une forme de domination sociale, comme le dit Sophie Fontanelle. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle nous séduit autant ?
Je pense que le succès populaire du Quiet Luxury, au-delà de la pop culture et de séries comme Succession, avec notamment les personnages féminins qui ont beaucoup fait parler sur les réseaux, c'est qu'il y a une impression, évidemment fausse, d'accessibilité et de facilité dans la construction de la silhouette et du look. Évidemment que les looks total look blanc, total look noir sont très séduisants et qu'on a l'impression qu'on peut tous le reproduire et qu'ils sont à portée de garde-robe en fait. C'est ce sentiment d'accessibilité qui donne envie de succomber parce que y a aussi toute une réflexion contemporaine et surtout depuis le Covid sur l'écologie et sur l'importance d'avoir des vêtements adaptés à toutes les situations et qui vont durer dans le temps. C'est plus une réflexion qu'une modification dans la manière de consommer, mais en tout cas c'est présent. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. On est resté pendant plusieurs semaines, en tout cas, avec des placards pleins qu'on regardait en se disant j'en ai trop. Et quand on fait le compte, on regarde qu'on met à peu près souvent la même chose, qu'on a des fétiches, qu'on a des vestes, des manteaux qu'on aimerait bien remplacer. Donc, ça avait déjà un peu d'inscription dans cette direction. Ça a peut-être démarré de là aussi. Que la pièce de la saison, elle porte bien son nom, c'est la pièce de la saison, et la saison suivante, on peut plus la blairer, on n'a aucune envie de la reporter parce qu'elle est évidemment de facto datée, alors que la belle chemise blanche dans la belle popeline bien coupée, elle était bien il y a 10 ans, elle le sera bien encore dans 10 ans. S'inscrire dans le temps. Pierre Mahéo souligne ici ce qui, pour lui, donne à certaines maisons leur patte Quiet Luxury. C'est des marques qui écrivent leur histoire, avec aussi une certaine consistance à la tête. Véronique Nichanian, ça fait plus d'une 30aine d'années qu'elle s'occupe des collections d'Hermès d'hommes. Ce Row, il y a une certaine consistance depuis le départ. Ils n'ont pas fait des virages à gauche et à droite. J'ai toujours un peu admiré les personnes qui vieillissaient avec leurs idées. Leur point de vue. Pour moi, c'est une forme d'élégance absolue, la constance. Ça veut dire qu'on se connaît, on sait ce qu'on porte, on sait ce qu'on aime et on n'en change pas finalement. Et c'est comme de la fidélité à sa femme ou de la fidélité à qui on est. Je trouve ça très bon. Le Quiet Luxury, c'est ça aussi, c'est d'être capable de proposer une esthétique qui évolue avec le temps, mais qui en même temps est totalement stable et ne revendique jamais rien d'autre que ce qu'elle sait faire. Et moi, ça, j'avoue que ça m'émeut beaucoup. Après, je pense que je pourrais pas être habillée comme ça tous les jours, je serais lassée. Il y a quelque chose de très austère aussi dans cette sobriété et je pense que le vêtement sert quand même à s'amuser de temps en temps. Quand vous les voyez, vous les trouvez parfois un peu boring, comme on dit, ils sont un peu chiants, mais ils sont sûrs et ils sont élégants. Ils savent qu'ils sont élégants. Si vous voulez, quel emmerdement. Ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qu'il peut y avoir après. Parce qu'on peut pas vivre en Quiet Luxury. La mode, elle peut pas. C'est ce que j'adore dans ce milieu de la mode. Ça ne reste jamais en place. Vous pouvez faire avaler aux gens du Quiet Luxury pendant 3 saisons, mais après, les gens, ils vont vouloir un pantalon vert fluo, quoi. Vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Davantage visible, mais toujours à l'écart. Ainsi semble être le destin du Quiet Luxury. Dans le champ de la mode, il accomplit cependant pour Sophie Fontanelle une mission importante. Pour moi, c'est ça le grand luxe à la générosité, de vous donner des clés, de vous nettoyer de tout ce que trop de mode a fait dans votre tête, en fait. Ça vous nettoie la tête. C'était Catwalk Calling, épisode 1, le Quiet Luxury. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches ou à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées. Ce podcast est une création de la Fédération de la haute couture et de la mode, produit par l'Acme Productions, préparé, tourné et écrit par Lola Berthet, réalisé et mis en musique par Thomas Rosès, avec la voix de Jeanne Balibar.